Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va démarrer ce temps de visioconférence. C'est quand même une grande première au niveau du RTE d'avoir à la fois 4 territoires qui vont dialoguer, certes dans un temps un peu contraint. Donc ça nous paraissait important aujourd'hui de montrer, à voir ce qui se faisait sur l'ensemble des territoires. Donc je tiens d'abord à remercier les collectivités accueillantes, donc Grenoble, Alpes Métropole pour le sud-est, le Conseil régional d'Aquitaine pour le sud-ouest, le Conseil régional de Bretagne pour le Grand Ouest et le Conseil général de Meurthe-et-Moselle où je suis actuellement. Merci également à l'ensemble des collectivités qui se sont mobilisées sur les territoires. Vous avez été très nombreux, élus, techniciens, pour que ces rencontres puissent avoir lieu. Et je tiens aussi à remercier les équipes techniques, notamment celle de Meurthe-et-Moselle et Céline Parra du RTE. Donc on est aujourd'hui nombreux à échanger localement, plus de 350 participants sur l'ensemble des 4 sites. Cela marque l'intérêt fort pour ces questions de coopération, qu'il s'agisse de coopération au sein de la collectivité ou au cœur d'un même territoire, ou entre aussi collectivités et acteurs. On est à un moment clé du développement de l'économie sociale et solidaire. Je pense que la mise en place de la politique nationale, avec notamment le projet de loi qui va être débattu dans les prochains mois, permet la mise en évidence de ce foisonnement d'initiatives locales et la volonté de produire, consommer, entreprendre autrement, qui montre qu'une économie plurielle est possible. Mais le rôle majeur des collectivités territoriales en matière de promotion, de soutien, de structuration de l'économie sociale et solidaire est encore trop peu précisé dans le texte de loi, alors même que la spécificité de l'ESS réside à la fois dans son fort ancrage territorial et dans l'hybridation étroite entre action publique, locale et réponse entrepreneuriale. L'animation territoriale d'une politique nationale de l'ESS doit passer par les collectivités locales en articulation, quel que soit son niveau de compétence, et bien sûr en lien avec l'État qui impulse la politique au niveau national. Donc dans ce contexte, le RTES a souhaité organiser ces temps d'échange et de travail collectif sur les territoires pour montrer la richesse des initiatives et faire entendre la voix des territoires. Donc cette journée pour nous a 3 objectifs: favoriser l'interconnaissance entre collectivités, identifier les facteurs d'une coopération territoriale réussie et élaborer des propositions collectives pour contribuer au travail parlementaire sur la loi cadre. Afin de marquer donc le lieu, l'unité de ces rencontres, on a souhaité réaliser ce temps d'échange au niveau des 4 territoires qui permet, même si c'est assez court, mais au moins de mettre l'accent sur les propositions fortes construites collectivement. Donc dans un premier temps, on va faire un premier tour d'ambiance sur les 4 territoires et je reviendrai après sur les propositions des collectivités autour de l'ESS. Donc je passe tout de suite la parole à Dounia Besson, vice-présidente de la communauté urbaine de Sud-Est. Bonjour à toutes et à tous. C'est pour nous un grand plaisir d'avoir pu échanger ici sur la... Oui, je suis dans l'espace. Oui, je suis dans l'espace. Je suis bien là. Et les acteurs, les collectivités se sont beaucoup mobilisés aujourd'hui. D'ailleurs, c'est avec un grand plaisir que nous avons participé et coopéré ensemble aujourd'hui. Il est vrai que nous avions la chance aussi également d'avoir un député qui nous permettra de relayer la parole et de relayer aussi les témoignages qui ont pu avoir lieu aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à rappeler que les expériences qui ont été ici présentées démontrent bien que l'économie sociale et solidaire fait partie intégrante de nos politiques publiques, qu'elles sont complètement, nous tendons vers l'intégration et l'irrigation de toute notre politique publique concernant notamment l'ESS. Il est vrai, nous avons des propositions qui ont émané de ces échanges, notamment autour de la finance responsable, de l'immobilier dédié, des ateliers très riches, mais comme vous l'avez rappelé en introduction, nous aurons un temps d'échange sur ces aspects-là, notamment
sur la pérennisation de toutes les structures de l'ESS. Et il est vrai, vous l'avez rappelé, dans une période de crise économique et avec la perspective du vote de la loi, nous sommes dans une période de transition et il est important que les valeurs que nous déclinons dans nos collectivités, que les acteurs qui co-construisent avec nous collectivités puissent faire remonter au niveau national leurs propositions. Donc, merci. Est-ce que je repasse la parole. Ici l'espace, à vous la terre. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci Doumia. Je vais passer donc la parole au territoire de Bordeaux. Bérénice Delpera-Vincent, conseil régional d'Aquitaine. Oui, bonjour. Bon, on n'est pas dans l'espace non plus. Donc nous, on a travaillé ce matin beaucoup sur la question des coopérations. C'était vraiment pour nous une occasion d'être réunis entre collectivités, alors du Grand Ouest, d'avoir tous les échelons de collectivités et aussi d'avoir de régions voisines, alors que parfois à l'intérieur d'un même territoire, on se connaît. Enfin, on l'espère souvent qu'on se connaît. Donc c'était vraiment cet axe-là sur la coopération, avec l'idée que on est au service des acteurs, même si ce matin, en l'occurrence, c'était pas eux et avec eux qu'on travaillait, mais qu'on est bien dans quelque chose, puisque ce sont des politiques en faveur de l'ESS, elles doivent incarner les valeurs de l'ESS elles-mêmes dans leur manière d'être et notre manière de travailler à nous entre collectivités. C'est-à-dire que ça veut dire que la question de la coopération, de la démocratie, de la transversalité, des usages avec les acteurs, les citoyens, etc., tout ça, ça se pose à nous collectivités et ça se pose à l'intérieur de nos propres collectivités et entre nous collectivités. Si je veux résumer, j'avais envie de dire moi que ça montrait bien un peu toute la dimension philosophique, que toutes ces questions-là, elles ont à voir avec la philosophie et qu'elles nous interrogent. Du coup, les réponses pragmatiques doivent être d'autant plus pertinentes. On a eu ce matin des exemples de justement qu'est-ce qui marche, quels sont les écueils pour travailler ensemble ou comment des collectivités se sont regroupées, soit via de l'introduction dans des schémas de développement, soit sur des dossiers très concrets et des logiques de projet, et comment tout ça se croise, mais comment il faut aller chercher tous les leviers possibles dans les élus, dans les services, dans les modes de fonctionnement, et sur le budget, sur la question des moyens. Les moyens, pas seulement sur leur angle quantité de moyens, mais y compris les modes de décision autour des moyens, parce que quand on est plusieurs impliqués à se partager une ligne budgétaire, ça a été l'exemple de la Corrèze, du coup, forcément, on y impliquait pas seulement en disant le SS c'est bien et on va en faire. Donc c'était à la fois très concret avec cette dimension très forte. Donc quand on dit mode de décision et nécessité d'être vraiment dans des fonctionnements, de sortir un peu des fourches codines habituelles, c'est-à-dire que c'est sur les intentions, sur les dossiers, sur les projets, la nécessité d'intégrer ça partout où on peut, dans tous les documents de planification. En ce moment, c'est la discussion autour des projets européens, mais ça veut dire dans tous les schémas régionaux, dans tout ce qui peut donner lieu. Alors, pas la planification pour la planification ou les documents pour les documents pour caler les meubles, mais parce qu'il faut donner de la visibilité de l'existence et parce que ça permet après d'entrer très concrètement. On a rappelé, excusez-moi, je vais un peu vite parce que comme c'était un peu dense ce matin, mais toute la question effectivement du fait que comme c'est un mouvement ascendant, que c'est une économie très territorialisée, on est tous concernés et que notre appétence doit être au moins aussi autant mise en avant que la question de nos compétences aux uns et aux autres. On s'est permis de passer en revue les difficultés, mais les possibles et les réalités. Au final, je trouve que le message, même si parfois on sent tous qu'il y a des blocages, des difficultés, que c'est quelque chose qui avance. Le nombre de présents ce matin en était, et puis le type de profil des uns et des autres et la diversité en était vraiment une bonne image. Donc on est quand même plutôt optimiste, on va le dire, sur ce sujet-là, même si on sait que le vote de la loi va être important, ça a été abordé en fin de réunion, et que nos pratiques aux uns et aux autres et nos capacités à coopérer vont être essentielles. Au final, on n'oublie pas qu'on est élu au service d'habitants et de territoires, c'est eux qui nous demandent d'être performants et philosophes, le SS nous y aide beaucoup. Donc je dois passer la parole, c'est moi il paraît, ou c'est toi Christiane, au Grand Ouest et à Laurence Fortin, c'est ça ? Voilà, c'est ce que j'allais faire, mais c'est très bien. On m'a dit que c'était nous qui passions alors. Ben voilà, très bien. Donc voilà, bonjour à tous et à toutes. Pour commencer, je voudrais vraiment remercier le RTES d'avoir organisé, initié une telle rencontre décentralisée sur l'ensemble des territoires, parce que nous, à l'échelle du Grand Ouest, c'était vraiment l'occasion pour nous de se rencontrer, de faire connaissance et de partager de nombreuses choses de notre quotidien. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant, une initiative qu'il faudra peut-être poursuivre. En tout cas, il faudra en tirer les enseignements de cette journée. La consigne aujourd'hui dans notre journée, nous, de travail, était de saisir l'occasion qui nous était donnée, de
de partager, bien sûr, mais surtout d'avoir un langage vrai, de se dire la vérité sur bien sûr nos réussites, mais aussi les difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et c'est vrai que les échanges tels que ça a été organisé aujourd'hui ont permis quand même des échanges riches et intéressants. On est globalement 50 participants ici, un peu plus de 50 participants qui représentons différentes collectivités, que ce soit le conseil régional, les conseils généraux sont représentés, les communautés de communes bien entendu et le sont également, et nous avons parmi nous également des maires. Donc c'est quelque chose qui est riche en termes de représentativité, que ce soit d'une part des élus ou des salariés, c'est quand même quelque chose d'important. On a travaillé en sous-groupe par 6, donc ce qui permettait vraiment des échanges très riches avec 3 questions importantes. La première, c'était nos collectivités face à l'économie sociale et solidaire. La seconde, c'est comment mieux travailler ensemble. Et puis enfin, quelles pouvaient être les recommandations concernant les projets de loi. Alors, je vais vous en faire une synthèse très rapide parce que, bien entendu, on ne peut pas retracer l'ensemble de nos échanges, sachant qu'il y avait déjà plusieurs groupes, donc même si on a essayé de remettre en commun, c'est bien entendu très dense. Ce qui est apparu notamment, c'est les disparités qu'il peut y avoir entre les différentes collectivités concernant l'appropriation de l'économie sociale et solidaire, selon effectivement cette appropriation et son degré d'implication dans cette politique. On voit bien que les différences entre les collectivités sont fortes et c'est bien là l'intérêt aussi d'échanger entre nous et de partager. Ce qu'il est de toute façon apparu, c'est qu'il faut, pour qu'il y ait réellement une politique ESS et qu'il y ait une volonté politique forte, d'une part au niveau local, mais aussi au niveau régional, il faut vraiment les différents échelons pour que cela puisse se construire, se co-construire, et sans oublier la nécessité de sensibiliser l'ensemble des personnes qui interviennent sur ce secteur, que ce soit les élus et que ce soit les techniciens. Il est bien sûr apparu au cours de nos échanges qu'il est, au-delà des élus et techniciens concernés par cette politique, il faut aussi travailler beaucoup avec l'ensemble, pas seulement avec les élus référents, mais avec l'ensemble des élus, parce que c'est une politique qui est peu connue ou mal appropriée en tous les cas, et qu'il est vraiment important de bien le faire. Ce qui est apparu également lors de nos échanges et qui apparaît sans doute un peu de manière moins forte dans le cadre du projet de loi, c'est notamment la nécessité de faire respecter les rôles et les rôles de chacun d'entre nous, avec des politiques très coordonnées. Et alors je le dis de manière relativement simplement, mais en tout cas l'importance de la région a été souvent citée, et j'ai été revérifier les écrits, puisque moi étant conseillère régionale ça me paraissait assez cohérent, mais ça a été cité bien souvent par des conseils généraux, et y compris par des agglomérations. Donc l'importance effectivement de confier l'économie sociale et solidaire, alors pour certains chefs de ville, pas pour tous, évidemment, on va pas refaire le débat là aujourd'hui, mais en tout cas qui est bien l'économie sociale et solidaire rattachée à l'économie, puisque c'est vraiment dans ce cadre-là qu'elle doit être intégrée. Donc intégration dans l'économie, avec aussi des politiques en termes de soutien à l'innovation sociale, sachant que derrière il faut aussi que l'ensemble des autres politiques qui sont mises en place, que ce soit les différents schémas. Je pense notamment au schéma régional du développement de l'économie, de l'innovation, ou encore à la DPI, qui s'intègre ces différentes politiques. Enfin, il apparaît un autre élément important, c'est que la politique doit inévitablement être partagée, co-partagée, construite, co-construite. Il ne s'agit pas de construire la politique chacun les uns les autres chez nous, de manière cloisonnée, mais bien de le faire d'une part avec les acteurs, et là on entend beaucoup sur les conseils de développement, les conseils de quartier, les différentes structures de concertation, c'est quelque chose d'important qui a été rappelé, et que ces politiques-là ne peuvent être, seront vraiment utiles et efficaces que si on arrive bien à les construire, à les co-construire avec les acteurs. L'ESS est quelque chose de très riche. Il faut bien sûr favoriser la structuration des acteurs. C'est nécessaire si réellement on veut réussir à construire un vrai projet. Voilà en quelques mots ce qui a été dit pour nous au niveau de la région Bretagne, au niveau du Grand Ouest, et non pas seulement au niveau de la région Bretagne, excusez-moi, du Grand Ouest. Je donne la parole maintenant à Nancy, à Patricia Andriot. Non. C'est André Cordani qui va intervenir ici sur le territoire, mais je vous demande, lorsque vous ne prenez pas la parole, de couper vos micros, parce que Grenoble, on vous entend beaucoup. Donc, il faudrait couper les
Excusez-nous. On nous entend, mais on ne voit pas. On voit pas, hein, donc on veut se faire entendre, hein, on a commencé... On aura beaucoup de choses à dire, hein. Oui, fermé pour le moment. Merci. Merci à nouveau RTS de nous permettre ici à Nancy, pour le Grand Est, de dire bonjour à la France solidaire, c'est très agréable, un événement incontestable. Je voudrais tout d'abord dire que nous avons ici rassemblé des chefs d'entreprise, des porteurs de projets évidemment dans le domaine qui nous intéresse directement, des collectivités nombreuses, quel que soit leur statut. Il y a ici plus de 160 participants à cet événement. Ça en dit long sur un premier aspect, celui d'abord de l'envie qui se manifeste et surtout du fait qu'il y ait eu partage et présentation d'opérations existantes déjà largement déployées, et ce qui nous a permis évidemment de prendre mieux la mesure du poids réel de l'ESS que nous connaissons au plan théorique, mais qui s'est de belle manière exprimé ce matin. Toute la matinée, 4 groupes de travail se sont réunis, ont travaillé sur 4 thèmes. La créativité, qui doit évidemment se trouver totalement libérée, les dynamiques territoriales, la mobilisation des moyens qui ne doivent pas être que financiers, et la notion du local au global. Ici, dans le Grand Est, nous sommes un territoire transfrontalier, évidemment, la dimension européenne est importante. Je voudrais évoquer 3 aspects. Je vais essayer de le faire en étant au plus près de ce qui a été évoqué. Tout d'abord, j'insiste sur le langage par la preuve. C'est un terme qui a été utilisé ce matin. Oui, ça marche. Oui, on dégage des espaces nouveaux. Et oui, l'ESS est bien incontestablement un modèle économique à part entière et qui a raison de se revendiquer comme tel, et évidemment qui postule à cette reconnaissance. 3 aspects. Tout d'abord, la volonté politique. Quels qu'aient été les partenaires dans cette journée, ils ont indiqué sa nécessité absolue. Il faut que les collectivités, que les structures, quelles qu'elles soient porteuses de cette conviction et de cette volonté. Elle est évidemment renforcée par l'imminence du texte de loi qui est à apparaître. En même temps, il a été indiqué dès aujourd'hui la nécessité de réfléchir et de se positionner dans ce cadre et au-delà de ce cadre, puisqu'en réalité, la loi, et c'est presque contenu dans le concept même de SS, ne règle pas tout et qu'elle n'a pas vocation à le faire. Donc, la référence à l'audace. L'audace doit être au rendez-vous, d'autant plus que c'est sans doute la réalité territoriale qui va donner le tempo. L'audace, parce que cela signifie qu'il faut permettre, favoriser l'expérimentation. Et lorsqu'on dit expérimentation, on dit aussi le tâtonnement, et donc éventuellement, non pas l'échec, parce que lorsqu'on tâtonne, lorsqu'on cherche, lorsqu'on vérifie, tout simplement, on se recale pour éviter évidemment de se planter. Et puis, l'idée du décloisonnement, la lourdeur administrative, ça a été rappelé de différentes manières et par différents partenaires. On a beaucoup parlé de guichet unique pour trouver des modalités qui nous permettent là aussi de dépasser le concept, qui ne nous semble pas correspondre aux besoins et aux constats, mais il a été évoqué une idée qui me paraît pour ma part intéressante, celle de faire que toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, nationales, régionales, départementales, locales, avec les autres partenaires, se considèrent tout simplement comme des acteurs locaux, c'est-à-dire au même titre que les acteurs que nous rencontrons au niveau local, les porteurs de projets, et que de ce fait, nous puissions créer et adapter les types de réponses, en particulier évidemment ce qui permet de chercher les solutions, les réponses aux questions multiples qui peuvent se poser par un porteur de projet, et d'assurer évidemment son accompagnement. Donc l'expérimentation qui doit contribuer évidemment à donner à l'audace ses lettres de noblesse, la nécessaire professionnalisation, et puis bien entendu le territoire en tant que tel,
qui est considéré ici comme vecteur, voire incubateur, c'est le terme utilisé dans un des groupes de travail, incubateur de projet, c'est-à-dire le lieu où il y a la rencontre et l'articulation efficiente entre l'idée, entre les partenaires que l'on fédère et évidemment la consistance que l'on donne à l'ensemble. Voilà les termes de ce qui a été échangé. Évidemment, je ne fais que effleurer à peine les débats qui ont été extrêmement riches, mais libérer la créativité passe évidemment par le fait que nous soyons ici et ailleurs animés d'une volonté très forte. Elle a été confirmée ici à Nancy. Extraordinaire. Vous voyez, les élus sont capables de parler en 4 minutes chacun, complètement dans le timing, et je remercie chacun d'entre eux. Donc on voit bien au travers déjà de cette première approche qu'il y a un certain nombre de choses qu'on va pouvoir retravailler après individuellement, collectivement et au sein du réseau. Ça nous paraissait important aussi dans ce deuxième temps, où là aussi on va essayer de tenir le timing, de donner la parole aussi aux premiers magistrats des collectivités. Puisque qu'il y ait des élus qui sont en charge de la politique de l'ESS, c'est effectivement extrêmement important. De voir qu'aujourd'hui les présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des communautés urbaines, les maires se saisissent aussi de ce sujet, me paraissait aussi extrêmement important, et ça nous paraissait significatif d'avoir un temps de parole aujourd'hui avec eux. Pour qu'à la fois ils nous disent quelle place l'économie sociale et solidaire aujourd'hui au sein de la collectivité, et éventuellement les attentes, propositions par rapport à la loi sur lesquelles nous pourrions travailler collectivement. Voilà un peu deux aspects sur lesquels on vous propose de réagir. Et je passe tout de suite la parole à Vincent Feltès, président de la communauté urbaine de Bordeaux. Il faudrait appuyer sur le bouton. Non, il ne faut pas qu'il soit allumé, ça. Bon, bonjour à toutes et à tous. D'abord, toutes mes félicitations pour cette initiative, y compris en essayant de mêler économie sociale et solidaire et numérique. On voit qu'il y a encore une marge de progression, mais en tout cas, le bilan carbone de cette initiative est faible et c'est une bonne chose. Deux autres mots d'introduction, deux credos forts chez moi. Un, je rappelle toujours ce chiffre, l'économie sociale et solidaire en France et le mouvement mutualiste pèsent plus lourd en termes de richesse et d'emploi que les entreprises du CAC 40. Et quand on voit le différentiel médiatique entre le CAC 40 et l'économie sociale et solidaire, on voit qu'on a un progrès à faire en termes de reconnaissance, et c'est bien qu'il y ait cette loi. Et ce n'est pas trop tôt, j'allais dire, mais ceci une fierté pour la gauche de la faire. Deuxième point, pour vous dire que je pense que toutes les structures de terrain sont souvent très en avance dans la conception des politiques publiques, que vous avez inventé des choses qui ensuite nous ont inspiré, que en permanence, moi comme patron d'une agglomération et comme ancien maire, je suis à l'écoute de cette capacité d'initiative, et je pense qu'il faut qu'on arrête d'être dans cette espèce de fantasme administratif et technocratique de dire que c'est nous qui inventons les choses. Je pense que c'est à nous d'écouter et ensuite de vous suivre. Après, sur l'agglomération bordelaise, il y a une particularité qui est que l'économie sociale et solidaire a toujours été bien considérée, plutôt bien accompagnée et bien traitée. Ça correspond aussi à des parcours de vie. Alain Rousset, président de la région Aquitaine, a toujours été entouré de gens, des associations intermédiaires, beaucoup travaillé sur sa commune de Pessac, et moi j'ai aussi beaucoup travaillé avec des structures d'économie sociale et solidaire type ADI et ainsi de suite. Et au niveau de la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas une communauté urbaine très structurée sur la question économique, finalement l'économie sociale et solidaire est présente et bien présente, puisque on a une chargée de mission, on a des manifestations régulières, on a un soutien à des couveuses d'économie sociale et solidaire type COP Alpha, on participe au capital de coopératives, notamment dans le domaine de la mobilité, je pense à Autocool, et on essaye de monter en puissance là-dessus. Et c'est vrai qu'on est les trois collectivités, régions, départements et agglomérations, et communes bien sûr, plutôt attentifs à ça, même s'il faut qu'on continue à monter en puissance. On a aussi, il y a quelques mois, même si c'est un domaine un peu éloigné, mais pas tant que ça, organisé sur l'agglomération bordelaise, le premier forum de l'économie collaborative, qui est un peu différent, mais on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de jonctions et qu'on est dans un moment de bascule.
Donc voilà assez simplement ce que nous, on a fait au niveau de l'agglomération bordelaise. L'enjeu, c'est effectivement la loi qui sera portée par Benoît Hamon dans quelques mois. On a déjà eu des avancées positives, notamment sur le fléchage des crédits de la Banque publique d'investissement pour l'économie sociale et solidaire. C'est quand même une reconnaissance qui est non négligeable, estimant que l'économie sociale et solidaire est totalement intégrée dans l'économie, ce que les collectivités locales faisaient depuis quelques années, j'allais dire, mais en revanche, au niveau de l'État, c'est une grande nouveauté. On a quelques marges de progression sur la reconnaissance du statut coopératif, et qui d'ailleurs traverse l'ensemble des projets de loi, puisque en ce moment est en discussion le projet de loi Duflot sur le logement et sur l'urbanisme, et tout le statut de l'habitat dit coopératif est reconnu, et on voit bien qu'on est sur des choses qui sont assez proches, et moi en tout cas je pense qu'on est à un moment de bascule en termes idéologiques, j'allais dire, sur qu'est-ce qui crée de la richesse, comment on crée de la richesse, et d'arrêter d'avoir une focale unique sur un type d'activité économique, et ça me semble très très important. Je conclurai mon propos parce que je ne sais pas où j'en suis des 4 minutes, parce que on voit une image brouillée, mais il n'y a pas encore le chronomètre. Mais ce sera pour la prochaine RTES. Non, mais c'est très important pour nous collectivités. Je le dis aux associations, c'est de continuer à avoir cette capacité d'écoute sur ce qui se fait sur le terrain. Le mouvement associatif et le mouvement économique et social et solidaire, longtemps ont inventé et après, nous, on subventionnait. Comme on a une raréfaction des crédits, on pratique de plus en plus l'appel d'offres. Et la question de l'appel d'offres est parfois antinomique avec la capacité d'initiative sur le terrain, quoi. Et il faut qu'on arrive à être exigeant dans les critères et en même temps à accompagner votre imagination, votre créativité. Et je pense qu'on est sur un moment qui est un peu particulier pour ça. On est de plus en plus exigeant, de plus en plus transparent, mais il faut aussi qu'on soit à l'écoute, et je pense que c'est un des enjeux de cette loi et de ce forum. Merci Monsieur le Président. Je passe la parole à Jean-Marc Lespade, maire de Tarnos, toujours sur Bordeaux. Juste situé Tarnos, c'est une ville de 12 000 habitants qui est située donc à l'extrême sud-ouest du département des Landes, mais c'est une ville qui a la particularité d'appartenir au bassin de vie de Bayonne, un bassin de vie en pleine expansion. Juste en préambule, deux dimensions, deux idées qui me semblent importantes, c'est que, ça vient d'être dit, mais ça me semble important de le rappeler, c'est que la question de l'économie sociale et solidaire et la question du territoire sont forcément intimement liées. C'est vrai pour ma ville, qui a un long passé industriel et qui a également un présent industriel, puisque nous comptons 5600 emplois, dont d'ailleurs une partie située sur le port industriel de Bayonne. Cette ville comprend également, et il convient de le noter, un certain nombre de sociétés coopératives de production. C'est un petit peu quelque chose d'historique. La deuxième chose qui me semble importante lorsque l'on parle d'économie sociale et solidaire, c'est le fait que c'est de l'économie, mais c'est aussi penser l'économie autrement, faire de l'économie autrement, c'est-à-dire en dehors des logiques simples de profit et de rentabilité. Et je pense qu'il convient également d'intégrer la notion de droit de regard des salariés, c'est-à-dire de démocratie au sein de l'entreprise. Donc, par rapport au témoignage que je peux apporter, à l'expérience dans ma ville, il faut savoir qu'il y a un peu moins d'une trentaine d'années, un comité de bassin d'emploi a été créé. Ce comité de bassin d'emploi est à la fois un conseil de développement qui réunit l'ensemble des acteurs du territoire, c'est-à-dire les élus forcément, mais également des chefs d'entreprise, des représentants des salariés, des représentants des grandes institutions. Et donc c'est ce conseil de développement qui réfléchit, qui cogite et qui donc envisage des perspectives de développement économique. Nous ne dissocions pas la question de l'économie sociale et solidaire de notre vision d'ensemble du développement économique. Ce comité de bassin d'emploi, il a également la particularité d'être professionnalisé. Il y a à peu près un peu moins d'une dizaine de salariés qui travaillent au sein de cette association, le comité donc de bassin d'emploi. Et il héberge notamment le plan local d'insertion par l'économique, en direction bien sûr des demandeurs d'emploi. Et il nous aide également à impulser un certain nombre
d'actions décisives et significatives en matière donc, de création et de développement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, hein, puisque je peux citer par exemple la création d'un groupement, de plusieurs groupements d'employeurs, dont un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification sur les métiers du bâtiment et des travaux publics, qui réunit à peu près 150 entreprises du BTP sur notre grand bassin de vie. Hein, ça va du département des Landes jusqu'au département des Pyrénées-Atlantiques. Nous avons donc également contribué à la création d'une société coopérative d'intérêt collectif, notamment sur un sujet particulier, c'est celui de la restauration. Cette SIC produit quotidiennement à peu près 5000 repas par jour qui sont destinés à alimenter à la fois les salariés de notre grande zone industrielle, mais à alimenter également les personnes âgées, un certain nombre de groupes scolaires. Donc c'est l'idée aussi que l'économie sociale et solidaire, elle apporte des réponses, parfois d'ailleurs un petit peu en concurrence avec le secteur marchand proprement dit, mais en faisant son chemin et justement en montrant toute son efficacité, hein, puisqu'aujourd'hui, ce restaurant d'insertion interentreprise compte une quarantaine de salariés, dont 14 en insertion, puisque bien sûr, nous intégrons effectivement le souci et la préoccupation d'offrir des parcours d'insertion aux personnes en difficulté. Dernier volet, je vais vite moi aussi, mais il me semble important de le rappeler, c'est que en s'appuyant sur ces différentes étapes, ces différentes phases, aujourd'hui, nous nous lançons dans la construction d'un projet territorial de coopération de l'économie sociale et solidaire et environnementale. Ça va être donc un espace, un grand bâtiment qui va héberger à la fois un centre de formation, notamment sur les métiers, bien sûr, comme le secteur tertiaire, mais également sur les métiers du bâtiment et des travaux publics. Et ce centre de formation va être géré sous la forme de société coopérative d'intérêt collectif. Ça veut dire que les entreprises qui sont adhérentes du groupement d'employeurs que je viens d'évoquer seront également associées, bien sûr, au fonctionnement de la société coopérative d'intérêt collectif. Il s'agira aussi, bien sûr, de réunir l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire de ce sud aquitaine et de faire en sorte, bien sûr, de pouvoir mutualiser un certain nombre de services pour, bien sûr, continuer à avancer et nous projeter dans des opérations futures. Un petit mot pour conclure, pour ne pas être moi aussi trop long, par rapport à une réaction par rapport au projet de loi. J'ai deux soucis, deux préoccupations. Le premier, c'est que effectivement le rôle des collectivités locales et notamment des communes, des intercommunalités soit peut-être mieux reconnu. Donc je crois que ça, il convient de le faire valoir. Et puis la deuxième préoccupation, je suis très attaché, mais c'est sans doute inhérent à mon courant de pensée, je suis attaché effectivement qu'on réfléchisse à un droit de regard des salariés, de regard et d'intervention des salariés. C'est la raison pour laquelle je défends plutôt l'idée effectivement de la possibilité d'avoir un droit de préemption sur un certain nombre d'entreprises privées qui pourraient venir à s'éteindre de manière à ce qu'on puisse envisager une poursuite de l'activité économique. Merci, Monsieur le maire. Nous retournons donc dans le Grand Ouest pour donner la parole à Jean-Louis Touraine, président du Conseil général d'Ille-et-Vilaine. C'est parfait. Je suis sur ligne, hein. Alors, vous l'avez échappé belle parce qu'on a été coupé de toute communication avec l'extérieur pendant 5 minutes. Bon, je peux y aller? Oui. Dire, comme tout le monde, que je suis très heureux de me trouver là, c'est impensif, mais c'est une réalité. Dire également que pour les collectivités locales, telles que les départements, s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire, c'est pas seulement un choix, c'est une obligation. Nous savons ce que le modèle de développement actuel et ultralibéral a généré, où nous a conduit cette cupidité, ce gaspillage des ressources, le pillage même dans le monde entier des ressources existantes. Et par conséquent, l'idée même de continuer dans ce sens-là laisse penser que nous aurions demain les mêmes difficultés, nous devrions aborder, même si nous sortions de celle-ci, une nouvelle crise.
Donc nous n'avons pas le choix et nous devons nous orienter et inventer un nouveau modèle de développement. En disant ceci, je veux préciser que l'économie sociale et solidaire, c'est pas simplement une nouvelle organisation de l'économie. C'est pas seulement une nouvelle place du salarié à l'intérieur de l'entreprise avec pour lui la possibilité de s'y exprimer, d'exercer sa citoyenneté. L'économie sociale et solidaire s'inscrit dans une certaine conception de la société. Société dans laquelle chacun peut trouver sa place, chacun peut s'épanouir, chacun peut exprimer ses talents, chacun peut espérer s'insérer de la meilleure façon possible à l'intérieur de la cité. C'est donc une ambition d'abord de cohésion sociale, une ambition de société plus juste, qui offre à tout à chacun la possibilité de s'exprimer. Et qui, parce que ce modèle que nous venons de vivre, il a un certain nombre de conséquences néfastes que nous devons éradiquer. La première parmi ces conséquences, c'est la négation même de la citoyenneté, transformer l'individu en consommateur et seulement en consommateur, avec même cette philosophie qui s'y attache, où les notions mêmes, qui sont des notions premières, ont été complètement transformées, complètement perverties. Prenez l'idée du bonheur. C'est une espèce d'alchimie qui naît de la bonne adéquation entre ce qu'on est, entre son environnement, entre son état de santé, entre les relations sociales qu'on peut établir. Pour le système libéral, le bonheur, c'est la possibilité d'acheter de nouveaux produits, de nouveaux matériels. Et pour ce faire, d'ailleurs, on a conduit les uns et les autres à s'endetter, à emprunter. Le slogan, c'était emprunter, emprunter, le bonheur est dans le prêt. C'est ce qui nous a conduit à la crise. C'est bien donc retrouver des valeurs premières, retrouver un certain idéal, une certaine conception du développement. Et les collectivités sont sans doute les premières parce que ce sont des échelons de proximité qui peuvent promouvoir, aider, soutenir l'économie sociale et solidaire. Et dès 2004, dès que nous sommes arrivés à la présidence du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, nous avons développé toute une politique en faveur de l'économie sociale et solidaire. Et Jean-Yves Faux, qui est à côté de moi, pourra en parler beaucoup mieux parce que c'est lui qui est chargé de cette politique-là et de la mettre en œuvre. Mais le monde est toujours divisé en ceux qui bossent et ceux qui récupèrent les lauriers. Je suis dans cette deuxième situation. Et la première chose que nous ayons engagée, parce qu'elle détermine l'ensemble ensuite des actions que l'on doit mener, parce qu'elle détermine les objectifs, c'est d'abord changer les indicateurs. Le temps qu'on mesure avec le PIB, on mesure aussi bien les catastrophes qui se produisent et qui amènent à des activités supplémentaires et par conséquent une augmentation du PIB. Ça n'est en aucun cas l'illustration du meilleur bien-être ou du meilleur confort. Et donc nous avons modifié, lorsque nous évaluons les territoires pour nos interventions, pour signer des contrats avec ces territoires, nous avons modifié les indicateurs et nous avons retenu l'indicateur de développement humain qui nous permet d'apprécier quel est le véritable progrès en matière de formation, en matière de santé, en matière de bien-être. Comme nous avons mis en place dès 2004 un examen médical de tous les enfants de moins de 4 ans, mais quand je dis cela, ça n'est pas original, ça le devient si j'ajoute que l'examen il est médical et il est social pour mesurer le degré de bonne santé physique et psychologique et psychique de l'ensemble des enfants du département. Quand on définit ces formes d'évaluation, on définit en même temps les objectifs que l'on doit poursuivre, à savoir amener du progrès dans chacun des territoires concernés. Et nous avons forgé un certain nombre d'outils qui nous permettent d'apprécier et de faire des propositions, voire d'initier un certain nombre de politiques. Le premier des outils, ça a été la mise en place des comités consultatifs. Le département, dans les différents métiers qu'il exerce, dans les différentes orientations qui sont les siennes, a mis en place des comités dont la vocation est de rêver un peu, de faire de l'utopie, de nous dire ce que serait la politique idéale et ce que seraient les actions à mener pour atteindre cet idéal. À nous ensuite de revenir au principe de réalité et de faire rentrer dans notre budget, mais au moins
Nous avons en accord avec ces comités consultatifs qui sont constitués de façon très majoritaire, largement majoritaire, de la société civile, de responsables d'associations, et il y a donc un comité consultatif chargé de l'économie sociale et solidaire et qui nous a fait bien progresser. D'autre part, le nouveau modèle de développement se nourrit également, je parlais tout à l'heure de gaspillage des ressources, de ce que je précise de façon un peu simpliste, la nécessité de remplacer progressivement chaque molécule de pétrole par une molécule renouvelable. Et c'est sur ce travail-là que nous nous sommes attachés également en créant un cluster qui réfléchit à l'ensemble des moyens à mettre en recherche, en transfert de technologie, en ingénierie, voire en conditionnement pour que l'artisanat puisse utiliser mieux les matériaux nouveaux. Nous avons créé une maison de l'économie sociale et solidaire qui est le regroupement au niveau départemental de l'ensemble des services dont peuvent avoir besoin les porteurs de projets, des services juridiques, des services financiers, des conseils, des accompagnements pour que la réussite soit au bout du chemin, comme se crée dans chacun des pays, des 7 pays du département, des pôles territoriaux. L'un des outils également de l'économie sociale et solidaire, c'est la monnaie complémentaire. Elle va démarrer le 21 septembre de cette année sur 3 territoires expérimentaux. La monnaie complémentaire ayant pour mission, d'une part, de ramener la monnaie à son utilisation normale, à savoir, c'est un moyen d'échange et pas un moyen de spéculation, pas un moyen d'enrichissement. Deuxième vertu de la monnaie complémentaire, c'est de favoriser l'économie locale, de consommer localement. Et la troisième vertu, c'est de permettre de choisir des fournisseurs qui produisent de la meilleure façon possible, bio en tout état de cause, selon l'éthique qui nous rassemble. Concernant la monnaie complémentaire, puisque on devait normalement avoir le ministre, je suppose qu'on pourra tout de même faire remonter 2 questions qui nous préoccupent concernant sa mise en place. La première question, c'est obtenir l'autorisation de l'autorité de contrôle prudentiel qui, jusqu'à présent, tant qu'elle n'a pas donné son autorisation, interdit aux banques, et nous avons 4 banques qui sont nos complices en la matière, qui sont l'arme au pied dans la mesure où elles n'ont pas obtenu cette autorisation. Parce que c'est nécessaire pour éviter que nous procédions à des manœuvres de blanchiment d'argent, ce qui est, bien entendu, dans notre vocation. Deuxième grande question, c'est est-ce que la TVA, le mécanisme de TVA s'appliquera sur la monnaie complémentaire, sachant que l'ambition n'est évidemment pas de faire du profit et qu'il n'y a rien de réparti, il n'y a pas de dividendes de distribuer. Par ailleurs, donc nous avons tout un arsenal de moyens mis à disposition des associations, de l'économie sociale et solidaire, qui portent sur l'aide à la création d'entreprises, sur l'analyse des conditions de la mise en œuvre, sur les prêts à consentir, puisque nous finançons les organismes de prêt eux-mêmes. Nous finançons également les DLA, c'est-à-dire comment développer les perspectives des associations, comme comment apporter davantage d'ingénierie pour les aider. Nous avons, comme sans doute un bon nombre de collectivités, énormément d'aide et de moyens de coordination et de concertation en direction de l'économie sociale et solidaire, sachant que, et c'est ma conclusion, nous pensons que c'est sur l'économie sociale et solidaire que repose un monde qui sera demain un peu meilleur, une société qui sera un peu plus juste. Merci Monsieur le Président. Donc nous revenons sur le Grand Est et je vais passer la parole à Jean-Paul Bachy, président du Conseil régional du Champagne-Ardenne, et ensuite on enchaînera avec Michel Dinet, président de cette instance. Bien, écoutez, bonjour à tous et à toutes et mes salutations à tous les collègues qui sont à l'autre bout de la France pour ces
4 forums qui effectivement permettent de mesurer à quel point cette nouvelle manière de travailler, mais qui s'inscrit dans une tradition ancienne dans beaucoup de nos régions, que l'on appelle économie sociale et solidaire, peut apporter du neuf dans un contexte de grisaille économique que chacun a bien illustré. Je dois dire que je suis très heureux de saluer ici quelques amis, notamment le président du Conseil général, salle duquel nous nous retrouvons. La Lorraine et la Champagne-Ardenne sont des régions voisines qui ont beaucoup de points communs, une tradition de production, des difficultés que les crises successives nous ont apportées, et puis également une position frontalière qui fait que nous avons souvent subi malheureusement des malheurs partagés liés aux guerres. Nous en sommes heureusement sortis et c'est tant mieux. En Champagne-Ardenne, l'économie sociale et solidaire, c'est important, ça représente entre 12 et 13% de la population active de la région, et c'est dû à une double tradition ouvrière dans des bassins industriels comme ceux de la Haute-Marne ou des Ardennes, et puis une tradition paysanne dans la zone champenoise. Les réalités de ce que l'on appelle l'économie sociale et solidaire sont évidemment très contrastées. Pour ne prendre que le secteur coopératif dans le monde agricole, vous avez de très puissantes coopératives dans le domaine de la viticulture, dans le domaine céréalier, betteravier, au point qu'on se demande parfois si nous sommes encore en face d'un modèle réellement conforme à la logique de sortie du système de l'économie de marché et d'une économie où la capitalisation qui a donné lieu à la naissance du capitalisme est encore une réalité. Puis nous avons un foisonnement de petites et moyennes structures dont le nombre a évolué et s'est beaucoup diversifié au cours des dernières années, et que nous avons effectivement, en tant que majorité régionale nouvelle depuis 2004, cherché à soutenir et à impulser davantage. Alors qu'apporte le modèle coopératif? Beaucoup de choses en fait. Je ne reviens pas sur le débat théorique au niveau des valeurs, je pense que nous serons d'accord là-dessus, que beaucoup de choses ont déjà été dites. Simplement d'un point de vue de réponse à la crise économique et aux difficultés que connaissent aujourd'hui une part importante de ceux qui sont exclus de l'activité économique ou qui sont à la marge. Ce que je constate, en tout cas ce que nous essayons de faire dans nos 4 départements, à travers des structures, des modèles d'organisation très divers, c'est d'utiliser cette économie sociale et solidaire comme un outil de réinsertion et d'insertion individuelle pour des personnes qui sont exclues de l'activité, qui sont souvent dans des grandes difficultés et qui retrouvent à partir du système associatif ou coopératif une manière de reprendre de l'activité qui soit moins traumatisante, qui facilite des parcours de transition professionnelle qui sont nécessairement progressifs et où on a vu se multiplier toute une série d'initiatives intéressantes en région. Ces entreprises d'insertion, ces associations intermédiaires de l'économie sociale et solidaire, il y en a de multiples. Certaines ont pris une très grande importance jusqu'à atteindre aujourd'hui non seulement plusieurs dizaines, mais même quelques centaines d'actifs et sont devenus donc de vrais outils de développement économique et d'action économique. Insertion des publics ou de publics en difficulté. Deuxième volet ou deuxième impact de cette économie sociale et solidaire sur notre région,
ça devient de plus en plus un outil de création ou de reprise d'activité. Ça touche à la fois les zones rurales et les quartiers urbains. Ce phénomène, en Champagne-Ardenne comme partout en France, le nombre d'artisans, le nombre de petits commerçants, de petites entreprises qui vont devoir trouver un successeur dans les années qui viennent va croissant. Plus du tiers de l'activité est en phase, je dirais, de recherche de repreneurs. Et c'est vrai que la reprise d'une PME par ses propres salariés, le fait de remettre, après la fermeture d'un commerce sous une forme associative, de remettre en place une activité, est une formule que l'on voit se développer de plus en plus et qui est bien utile pour faire face à un certain nombre de situations où on risquerait de voir disparaître purement et simplement l'activité en question. Ce qui est également frappant, c'est que le développement de ces formules associatives, coopératives, mutualistes et autres, elles touchent tous les domaines et tous les secteurs d'activité. Alors j'ai entendu dans la bouche d'intervenants précédents le mot de proximité. Je pense que c'est très intéressant et très important parce que ce modèle associatif, coopératif touche au terrain, colle au terrain, colle à la manifestation ou à la satisfaction de besoins de services ou de besoins d'outils qui sont essentiels pour la vie quotidienne des gens et auxquels l'économie de marché traditionnelle des groupes d'entreprises plus importants ou la formule classique de l'économie de marché ne répond pas forcément d'une manière satisfaisante. Alors qu'avons-nous fait dans notre région? Je ne vais pas être trop long et je terminerai par ce dernier point. D'abord, comme toute activité économique, le secteur de l'économie sociale et solidaire a besoin de crédit. Et donc, nous avons mis en place un système de mutualisation d'un certain nombre de banques, on pense au Crédit Mutuel, on pense à la Caisse d'Épargne, le Crédit Agricole également, avec une bonification de la région. Donc, sous la houlette du Conseil régional, nous avons créé un fonds mutualisé dans lequel on peut puiser pour bénéficier de conditions de crédit plus favorables et soutenues par le Conseil régional. Ce fonds, on va essayer de l'articuler d'une manière intelligente avec la nouvelle banque publique d'investissement, dont les présidents de région pilotent les conseils d'orientation, de telle sorte qu'on puisse disposer d'une palette d'outils financiers qui permettent d'accompagner les créations d'activités sous cette forme. Un deuxième élément extrêmement important et que je crois à peu près unique en France, c'est que nous avons développé toute une filière de formation pour les cadres et responsables de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire que nous avons, en particulier avec l'Université de Reims Champagne-Ardenne, mis en place une formation post-bac, bac plus 2, bac plus 3. On va aller jusque même la création de master, donc de bac plus 5, qui permettent de développer des compétences en matière juridique, en matière financière, en matière de gestion des ressources humaines aussi, qui donnent à ce secteur des formes d'encadrement qui va constituer ou qui constitue d'ores et déjà un réservoir de responsables qui sont culturellement et qui sont aussi techniquement et en termes de qualification particulièrement préparés à l'activité économique dans ce secteur. C'est intéressant parce que c'est pas une chapelle qui s'oppose à une autre chapelle ou une filière de formation qui s'oppose à d'autres, car des diplômés qui sortent avec cette qualification ou ces types de diplômes peuvent aussi trouver un job ailleurs et dans des entreprises entre guillemets normales ou dans d'autres types d'activités de services publics ou privés. Mais en l'occurrence, c'est vrai que nous avons constaté qu'il y a une appétence, un besoin particulier d'encadrement dans ce secteur. L'économie sociale et solidaire, elle se bat dans un contexte d'économie de marché où la loi de la concurrence est dure, et si l'on veut que ce ne soit pas uniquement des entreprises, je dirais pour le plaisir,
des entreprises qui, dans l'enthousiasme commun, se créent mais sont plus fragiles que d'autres, eh bien, il faut qu'il y ait effectivement des responsables à leur tête qui soient particulièrement bien préparés et formés pour être à la hauteur de la dureté d'un marché concurrentiel dont la crise a évidemment durci les lois et les règles. Troisième élément sur lequel nous avons travaillé, c'est, je dirais d'une manière générale, faire connaître ce qu'est l'économie sociale et solidaire, faciliter entre les acteurs du monde associatif, du monde coopératif, des mutuelles, faciliter les échanges d'expériences, leur permettre de confronter leurs échecs, leurs succès. Et donc, tous les ans, on organise dans les 4 départements de la région des rencontres, des forums comme ceux-ci, mais qui sont réguliers et qui créent des réseaux. Et ces réseaux, ils sont extrêmement importants à l'échelle d'une grande région. La Champagne-Ardenne, comme la Lorraine, c'est 450 km du nord au sud. C'est une grande dispersion de la population. Il y a des villes moyennes, bien moins importantes que les villes de Lorraine où nous sommes, ou d'autres régions de France. Le fait urbain en Champagne-Ardenne est moins développé que dans d'autres régions. Reims, c'est une grande ville, mais elle ne fait jamais qu'à peine 200 000 habitants. Et donc, l'habitat étant très dispersé, 52 habitants au kilomètre carré, la mise en réseau et le fait que les acteurs de l'économie sociale et solidaire puissent se connaître, échanger, pouvoir se conforter les uns les autres est extrêmement important. Donc on les réunit tous les ans à travers des journées de travail et d'animation ouvertes évidemment à tout le monde. La loi, je n'en dirai qu'une chose. Nous ne sommes pas, nous les présidents de région, des législateurs, étant personnellement depuis toujours contre le cumul des mandats. Je ne suis donc pas parlementaire et donc pas amené à débattre ou à voter des textes législatifs. Donc notre mission est déjà suffisamment lourde pour cela. Mais c'est vrai qu'il y a un élément très positif dans cette loi, c'est qu'elle reconnaît officiellement le rôle et la place de cette forme originale d'organisation de l'entreprise par rapport à d'autres. Elle légitime donc la place de l'économie sociale et solidaire. Nous avons, nous, légitimé cette place de l'économie sociale et solidaire en désignant escalité un vice-président, ou plutôt une vice-présidente, en l'occurrence elle était avec vous ce matin, Patricia Andriot, qui ne ménage pas sa peine et qui dispose des moyens nécessaires pour faire un travail connu et reconnu par l'ensemble des autres acteurs économiques et politiques de la région. Mais la loi, elle a ce grand avantage, je dirais, de fixer un cadre qui conforte cette démarche économique particulière. Un petit manque, à mon avis, c'est que les collectivités territoriales y sont peu évoquées ou peu citées. Or, c'est vrai que c'est une forme d'économie à mi-chemin entre le public et le privé qui a besoin de s'appuyer sur les élus, les collectivités territoriales pour pouvoir progresser et se renforcer. Et en particulier, Michel Dinet me le pardonnera, mais les régions ayant une mission plus particulière reconnue par la loi, qui va sans doute leur être encore renforcée, qui est la mission de pilotage du développement économique, c'est vrai que nous sommes nécessairement des éléments de cohérence dans le développement. Et le fait que l'outil bancaire, par exemple, avec cette BPI, nous ait été confié quelque part, en concurrence évidemment ou en équilibre avec l'État et avec les échelons centraux, nous pensons que ce serait plus légitime que ce soit les régions qui coordonnent ce mouvement de l'économie sociale et solidaire plutôt que les préfets. Parce que les préfets, leur rôle est tout à fait légitime comme garant de l'application de la loi républicaine sur leur territoire, mais si l'on croit en la décentralisation, il est quand même nécessaire qu'un jour on crée enfin un nouvel équilibre entre l'État central et ses représentants sur le terrain et les élus légitimement reconnus et élus par le suffrage universel. Et donc il y a sans doute sur ce projet de loi un certain nombre de modifications et d'améliorations
à apporter en ce qui concerne le rôle des collectivités en général. J'ai parlé tout à l'heure d'insertion. Là, les départements sont en première ligne. Nous avons essayé, pour notre part, en Champagne-Ardenne, de contractualiser entre les conseils généraux et entre les conseils généraux et le conseil régional, de telle sorte que nous puissions être à la disposition des départements pour faciliter l'insertion des publics en difficulté avec eux. Donc, il ne faut pas opposer les uns contre les autres, mais en ce qui concerne le pilotage général de l'action économique, il y a sans doute à préciser les choses. Et puis, dernière remarque, à partir du moment où on fait de l'économie sociale et solidaire un outil de vie démocratique différent du fonctionnement des entreprises normales. Les salariés sont en même temps actionnaires ou patrons ou décideurs. Un homme, une voix, certes, mais pour autant, le statut des personnels, les problématiques d'information, les problématiques de droit ou d'exercice du droit social dans l'économie sociale et solidaire mériterait sans doute quelques ajustements ou quelques précisions, parce qu'à partir du moment où on a affaire à des structures qui réussissent et qui regroupent donc plusieurs dizaines de salariés, voire davantage, bien les problèmes que l'on voit se poser dans les autres entreprises sont aussi posés, et la loi gagnerait en clarté si elle précisait tout cela d'une manière un petit peu plus fine. Voilà quelques considérations que je me permettais d'apporter à l'éclairage de ce que j'ai entendu comme témoignage venant des autres régions de France. Merci. Je vais laisser la parole quelques minutes à Michel Didet pour conclure cette table ronde et laisser repartir après dans les territoires au niveau des différents travaux. Mais j'ai déjà parlé ce matin, donc je peux juste quelques éventuellement collègues, abréger, quoi. C'est ça, vous demandez. Il y a quelque chose que je trouve assez passionnant, c'est que on est dans des approches différentes dans les mises en œuvre sur un esprit commun, et c'est assez stupéfiant de voir comment un élément sur les valeurs, un élément sur les objectifs et le partage des responsabilités est exprimé de manière différente mais convergente par l'ensemble des acteurs qui ont été ici entendus. Et il y a aussi un effet réseau qui est en train ici de s'amplifier et qui est extrêmement important. Le deuxième, c'est que les tactiques sont les mêmes partout. Combien sont-ils? 2000, et nous, 2, encerclons-les. Les choses qui sont posées ici partent de micro-initiatives, de petits projets, et progressivement sont en train de faire sens et efficacité, avec quelques éléments de conviction et quelques éléments, bien sûr, de principe que je voudrais ici poser. D'abord, je voudrais, Jean-Paul, après t'avoir remercié d'être ici présent et après avoir salué tous les invités ici, nouveau, je l'ai fait ce matin, mais tous ceux qui travaillent avec nous par visioconférence, exprimer et te rassurer. Ne t'excuse pas de dire ce que tu as dit, je suis complètement sur cette longueur d'onde-là. Je n'arrête pas à l'intérieur de l'ADF de dire à mes collègues, mais arrêtez de courir sur la compétence économique. Il y a un tête de fil en compétence économique, c'est la région, et nous devons articuler notre action autour de ce chef de file. Et de la même manière, Jean-Paul vient d'exprimer dans l'autre sens qu'il doit y avoir un chef de file dans le domaine de la solidarité, et que ce chef de file, c'est le département qui, bien sûr, dans les conférences territoriales, aura articulé son action en demandant aux régions comment, par la formation professionnelle, ils participent également à la question de la formation. Donc ces méthodes de travail sont extrêmement importantes à rappeler, parce que ce qui nous réunit aujourd'hui relève aussi de la gestion de la complexité. C'est un élément qui m'apparaît extrêmement important. Donc moi, pour aller vite, une conviction, mais elle croise tout ce que j'ai entendu: le développement local, le développement social, l'économie solidaire, l'éducation populaire et bien d'autres secteurs qui irriguent nos politiques départementales participent toutes à substituer d'autres approches et la construction d'un modèle de développement qui soit plus qualitatif que quantitatif, c'est été dit de différentes manières, plus respectueux de l'environnement et capable de poser l'idée que la création de liens est aussi importante que la création de biens. Ces choses-là étant dites, c'est de nature, je crois, à mobiliser l'ensemble des partenaires et de les mettre en synergie pour poser l'idée d'une collectivité qui participe, pour ce qui nous concerne, à préciser, à soutenir et à expérimenter. 3 principes: la transversalité, la mobilisation citoyenne et la territorialisation. Ce qui me permet tout de suite de donner mon point de vue sur la loi.
je la trouve extrêmement intéressante et opportune au moment où il le fallait. Néanmoins, la question du territoire n'est pas assez fortement prise en compte, sous l'angle de ce qui a été évoqué, la reconnaissance des collectivités sans doute, mais pour moi le territoire, j'en ai parlé ce matin, ça n'est pas que les collectivités, c'est-à-dire ça n'est pas des périmètres de pouvoir. Pour moi, le territoire, c'est des périmètres de construction des projets permettant dans la globalité de traiter les questions sociales en même temps que les questions de services, en même temps que les questions de culture, etc., etc. Et donc là, il faut qu'on s'exprime dans ce domaine au niveau de la loi. Moi, j'ai l'impression profonde, mais c'est pas que du côté de ce ministère, c'est dans de très nombreux ministères, voire du côté de la solidarité, qu'on ne met pas la même chose sous le terme territoire et que souvent, on ne parle pas de la question du territoire et pas assez dans la loi. Et il n'y aurait rien de pire que l'idée d'un développement social et solidaire qui soit considéré comme pouvant être bâti hors sol. Il y a une proximité, il y a un ancrage territorial qui m'apparaissent extrêmement important. Donc la transversalité, je l'ai indiqué, et elle doit concerner toutes les politiques, même les dispositifs qui nous sont proposés contractuellement par le niveau national. Je vais volontairement citer un exemple dans ce domaine. Ici, c'est le rapport qui va être proposé dans quelques jours, et je l'espère adopté, sur la mise en place du soutien au développement des emplois d'avenir. Soit on traite le dispositif comme un xème dispositif de traitement social de l'emploi pour agir, il le faut, soit, mais ce n'est pas suffisant sur la courbe du chômage, soit on le prend comme un élément qui doit bien sûr poser la question de la relation entre la personne, son projet et le territoire. Et donc on est en train de mettre en place sur la base de 200 postes de travail cette idée qu'on accompagnera les structures avec cette exigence de développement social et solidaire en réservant 35 postes dans une première expérience permettant à des jeunes de rentrer au Conseil général pour affiner leur projet pendant un an avec le salaire qui leur sera mis à disposition dans le cadre des textes posés, pour les faire passer progressivement en pépinière sur 22 mois, pour, sur la base de ce qu'ils auront phosphoré pendant un an, à partir d'une bourse de projet s'ils n'ont pas d'idées, ou surtout à partir d'idées s'ils en ont, et ils sont capables de l'exprimer, on le voit dans le réseau du service civique qu'on a mis en œuvre, il y a des expériences qui sont parties de l'idée même des jeunes, accompagnées par du parrainage, accompagnées par de la formation, parce que vous l'avez dit, tout cela mérite bien sûr de la motivation et de l'utopie, mais en même temps de l'ingénierie, et je trouve extrêmement intéressant ce que je viens d'entendre de la part d'une région sur la question de la formation, et dans la formation qui a été évoquée par Jean-Paul, il a bien pris soin de rappeler qu'il n'y avait pas que de la formation technique, il y en a, on en a besoin, mais il a bien parlé également de culture, c'est-à-dire cette idée que progressivement, y compris par l'ingénierie, l'esprit des choses puisse être posé. Donc j'ai parlé de la transversalité, la mobilisation citoyenne m'apparaît extrêmement importante également. Il n'y aura pas d'initiative, il n'y aura pas d'économie solidaire en développement s'il n'y a pas d'initiative locale portée par les gens, portée par les acteurs locaux. Et il n'y aura pas de développement de l'économie solidaire s'il n'y a pas de l'ingénierie, je viens de l'indiquer, pour l'accompagner. Et donc pour faire ça, moi j'ai une conviction, on est en train petit à petit de la développer, y compris au plan politique dans la maison et au plan technique avec nos cadres, c'est que pour que tout ça fonctionne, il faut se parler. Et il faut qu'on ait l'audace d'imaginer qu'on a besoin de temps de parole qui conduisent à l'action à partir d'une dédramatisation de notre connaissance mutuelle ou autre. On l'a appelé ici les petits déj ou les dîners du développement local, dîner ER, pas ET, sinon ça serait déjà de la glorification personnelle que zéro de l'opposition l'aurait déjà dit. D'ailleurs, il boude le faire depuis ce matin. Je constate d'ailleurs que dans les rangs de l'Assemblée départementale, au-delà des clivages classiques, il y a quand même beaucoup de gens qui sont en train de rentrer dans l'idée qu'il y a là un champ sur lequel on doit ensemble travailler. Et donc, les petits-déj, c'est l'occasion où il n'y a pas de décision à prendre, mais il y a à se comprendre, à s'écouter, à entendre les projets, à se donner une information, à se proposer un rendez-vous, etc., etc. Et c'est comme ça que constitue l'effet réseau, qui a été construit dans notre région Lorraine pendant des années autour du développement local et qui avait donné de très bons résultats en termes de morale et d'efficacité dans le territoire, morale au sens d'ambiance, au sens de envie de faire, et en même temps de mise en réseau au niveau régional. C'est ce qui a donné naissance au Carrefour des Pays Lorrains. Je suis persuadé que des choses de même nature peuvent s'amplifier dans ce domaine à partir du Carrefour des Pays Lorrains ou à partir d'autres réseaux d'acteurs. Troisième principe, et je termine là-dessus, la territorialisation. La territorialisation comprise telle que je vous l'ai indiqué, c'est-à-dire pas une territorialisation uniquement de pouvoir ou d'organisation, mais une territorialisation où on fait la rencontre entre les projets par le haut et les projets par le bas et qu'on articule tout ça par le contrat. La mise en place des comptoirs territoriaux de l'économie solidaire relève de ça.
Deuxième idée qui va se concrétiser après les petits déjeuners. Dans chaque territoire de vie, je ne parle pas de territoire administratif, un endroit où on peut ouvrir la porte, il y a de la lumière, on peut se mettre au comptoir au sens littéral du terme, il y a du café pour pouvoir discuter, mais il y a aussi de la doc derrière, des gens qui apportent du savoir-faire, bref, un endroit où on peut venir avec son projet et qu'on n'a pas déjà en face de soi quelqu'un qui vous regarde avec l'air complètement mortuaire et qui vous indique que, oulala, il n'y a pas de marché, c'est pas facile, on n'y arrivera pas, etc. Mais qui part du principe qu'il y a une idée, il y a un bonhomme ou une dame qui veut faire ça, a priori ça doit être au moins accompagné, dissuadé si ça marche pas, mais en tout cas soutenu. Et moi je connais des expériences, et je termine vraiment là-dessus, en Meurthe-et-Moselle, je pense notamment à une petite entreprise qui fait du savon Stanislas sur la place que je vous conseille d'acheter avant de repartir. Et ben ce projet-là, quand il est passé dans le fil de toutes nos structures, chambres, instituts, comité d'expansion et compagnie, oulala, fallait surtout pas faire, eh ben, il a été accompagné d'une autre manière dans une dynamique de développement, puis aujourd'hui, il a sa petite boîte, ça roule, et c'est en train de se développer. Je pourrais vous citer à partir du vélo, à partir des services, à partir de la valorisation de matériaux, à partir de l'innovation, à partir simplement d'Internet, à partir d'un tas de choses, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en œuvre. Il faut qu'on les relie ensemble, pas uniquement pour que le total fasse plus et puis joue les gros rois par rapport à l'économie classique, mais soit de nature, je disais, ils sont 2000, nous sommes encerclés, de construire progressivement un mode de travail et un mode d'économie qui soit plus, je le répète, dans le qualitatif que dans le quantitatif. Merci à chacun et chacune d'entre vous. C'était un essai d'être sur l'ensemble des territoires de la France ensemble. Je vous souhaite une bonne continuité dans les travaux de cet après-midi partout sur les territoires et à bientôt. J'avais pas. Tout le monde. À bientôt alors, au RTES et aux autres.